Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, le FBI a un nouveau chef, Luc. C'est qui? Ben écoute, il semble, c'est une nomination, mais on doutait qu'il puisse passer le processus au Sénat. Donc, on sait que quand le président effectue une nomination, normalement, à moins de contourner les règles, ce que M. Trump avait laissé entendre à un moment donné, les sénateurs doivent se prononcer sur une nomination d'un président. Et la nomination de Donald Trump, ça avait déjà fait discuter beaucoup. C'était parmi les nominations les plus controversées. Il y en a une d'ailleurs qui est en train de dérailler. Là, on la surveille, c'est presque d'heure en heure maintenant. Pete Hegseth qui devait se retrouver au Pentagone, finalement, à la Défense. Il y a de bonnes chances que ça déraille et qu'on le remplace. On en a discuté hier tous les deux par Ron DeSantis. Une autre de ces nominations qui avait été particulièrement controversée, c'était celle d'un proche, d'un loyal de Donald Trump et d'un fidèle, pardon, de Donald Trump. Et le problème n'est pas là. On s'attend d'un président à ce qu'il aille chercher des gens en qui il a confiance. Mais il a choisi Kash Patel. Et Kash Patel, c'est peut-être pas QAnon. On a presque oublié que ça avait existé, ce QAnon, mais que ça court toujours. Ben oui. Mais on est pas loin dans la spirale conspirationniste ou complotiste. Et Kash Patel, non seulement est-il quelqu'un qui a adhéré à un grand nombre de théories du complot, il a protégé, validé les mensonges de Donald Trump sur le vol de l'élection, et ce qui ajoute un peu à l'enflure verbale qui entoure tous ces débats-là, il a promis qu'il allait se venger aux côtés de Donald Trump. Donc, vous avez quelqu'un qui est un complotiste, vous avez quelqu'un qui a dit, il a dit, moi, la première journée quand je vais rentrer au FBI, là, si on me confie ça, je rentre et j'en fais le musée du Deep State ou de l'État profond. Donc, alors qu'on n'a pas d'État profond aux États-Unis, pas au sens que donnent en tout cas les complotistes à un État profond, lui dit, moi je transforme ça en musée. Donc c'est une des agences les plus importantes aux États-Unis. Et quand Donald Trump donc arrête son choix sur Kash Patel, il y a des gens qui ont dit au Sénat, pas sûr, pas certain, Monsieur le Président. On avait même discuté de la possibilité que j'évoquais précédemment de suspendre les travaux du Sénat pour que Donald Trump procède à une nomination quand le Sénat ne siège pas. Ce qui est une possibilité, on ne fait pas ça, c'est pas dans la tradition, mais ce n'est pas illégal non plus, donc pas dans certains contextes. Ben là, on a eu M. Cronin, un sénateur républicain, qui est un des sénateurs les plus influents, qui aujourd'hui a dit, je pense qu'on a les votes nécessaires pour que Kash Patel devienne le nouveau directeur du FBI. Quand Donald Trump va chercher Patel, d'abord, écoute, quand on parle de tradition, qu'on parle d'habitude là, dans le système, il faut rappeler que le poste de directeur du FBI, depuis les années Nixon, c'est un poste où on souhaite éviter la partisanerie politique. C'est-à-dire que quand un président nomme un directeur du FBI, il est là pour 10 ans. Qui est la personne qui a interrompu cette procédure? Donald Trump. Quand il entre en fonction, c'est James Comey qui est là. M. Comey, c'est celui qui avait nui, je pense, par ses sorties publiques à la campagne d'Hillary Clinton. Mais c'est celui aussi qui, Donald Trump, trouvait qu'on lui avait nui considérablement aussi. Donc, M. Comey donc, est dégommé au profit de l'actuel président du directeur, du FBI, M. Wray. Et là, Trump dit maintenant, mais je vais le congédier aussi. Mais c'est pas une, mais deux fois. Oui. Tu as dit un nom tantôt que j'avais quasiment oublié, QAnon. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de ça. Ça, c'était-tu la gang de coucou qui pensait qu'il y avait un réseau pédophile dirigé par des démocrates qui se cachaient dans des pizzerias puis tout ça? Là, tu es en train de me dire que le prochain directeur du FBI croyait ça, lui. Il croyait ça. On est juste un cran au-dessus de QAnon. QAnon, ça avait été préparé ou monté un peu comme un jeu vidéo, mais derrière, c'était un jeu participatif. On lançait une ligne à l'eau, puis les gens venaient surenchérir, ajouter des informations. Et c'est comme ça qu'on a créé, entre autres, cette idée qu'il y aurait une tempête parfaite, que Donald Trump était président des États-Unis, que même après sa défaite, il demeurait secrètement le président des États-Unis. C'est bizarre, ils sont disparus parce que s'il était demeuré secrètement président, il aurait fait ses 2 mandats. Donc, dans nos mensonges, parfois, on se contredit. Donc, Patel, on est à peine une coche au-dessus de ce genre de complot-là. Et une des choses qui m'inquiète, sincèrement, je répète, c'est pas une question de gauche ou de droite, c'est pas une question de républicain ou de démocrate.
Regarde Richard, puis pour nos téléspectateurs, téléspectatrices, qui on a actuellement comme la reine du renseignement aux États-Unis et qui risque de diriger le FBI si le sénateur Cronin a raison et que Kash Patel, sa nomination est entérinée. On va avoir Tulsi Gabbard qui a ouvertement fait de la désinformation et de la désinformation russe. Et on aurait Kash Patel qui est au FBI. Incroyable. Vous avez la reine des renseignements et une des agences les plus importantes. Ce que ces deux personnes-là ont en commun, c'est d'accepter de servir Donald Trump, peu importe ce que Trump va leur demander de faire. Du moins, c'est ce qui se dégage des entrevues ou des confidences qu'on a obtenues de la part de ces deux personnes-là. Donc, il y a des choix un peu plus conventionnels dans l'entourage de Donald Trump. Quand on regarde dans le secteur économique, on a, entre autres, des gens qui ont à la fois les compétences, puis une approche avec laquelle, idéologiquement, on peut être en désaccord, mais des approches qui se défendent. Mais dans certains postes, c'est carrément une boutade, ou c'est un bras d'honneur, ou c'est une démonstration de force de Donald Trump. Mais quand on va chercher des gens comme Pete Hegseth, Kash Patel ou encore Tulsi Gabbard, c'est qu'on veut montrer qu'on est plus fort que tout le monde et que peu importe ce que vous allez dire, je vais vous imposer mes choix. Qu'est-ce qui s'est passé le 5 décembre 1933? Changeons un peu, puis tiens, on prendra un verre à la santé de cette date ensuite. Si je dis le 21e amendement, ça donne peu de renseignements probablement à ceux qui nous écoutent. C'est la fin de la prohibition. Il y a aux États-Unis, au plan national, il y a peu de sujets aux États-Unis, de thèmes qui se sont mérités 2 amendements à la Constitution. La ségrégation raciale, par exemple, c'en était un. On avait reconnu que c'était constitutionnel à la fin du 19e siècle. Puis après ça, la ségrégation dans les écoles, les transports avec Rosa Parks, la Cour suprême était revenue sur ce jugement qui disait les services séparés et égaux aux États-Unis, c'est constitutionnel, c'est correct. Donc, il y a la ségrégation qui s'était méritée plus qu'un regard de la Cour suprême et la prohibition. Donc, le 18e amendement à la Constitution mettait ça en place. C'est un vieux mouvement, hein, la prohibition. Là. Il y avait déjà Benjamin Rush, qui était un des signataires de la Déclaration d'indépendance, qui, lui, était un abolitionniste. Déjà, au moment où le pays naît, il dit « on consomme trop d'alcool aux États-Unis, puis on le consomme mal. » On pouvait aller jusqu'à entre une demi et une pinte de whisky par jour comme consommation moyenne. Donc, le Dr. Rush et d'autres, au fil des ans, ont fini par dire « faut qu'on intervienne dans ce secteur-là ». Quand, en 1919-1920, on s'apprête à entériner donc le 18e amendement, il y a 80% des États américains qui étaient déjà ce qu'on appelle des dry states, ou des États secs, donc où on ne produit pas d'alcool, production et commerce d'alcool étant interdits. Puis ensuite, on va aller de 1920 jusqu'à 1933, avant qu'on décide, sous les démocrates, c'est à M. Roosevelt qu'on la doit, celle-là, Franklin Delano Roosevelt, jusqu'à temps qu'on dise finalement, c'est pas parce qu'on a interdit l'alcool qu'on a enlevé le goût de boire, formule simple pour dire, oui. on a eu toutes sortes d'autres problèmes, crime organisé, défier la loi. On acceptait finalement, il y a des mères de famille, d'ailleurs, parfois c'est intéressant, les mouvements de femmes en faveur de ce qu'on appelait la tempérance. Certains de ces mouvements-là se sont retournés ensuite contre la prohibition. En disant, on pensait bien faire, puis il y avait des problèmes réels qu'on pensait endiguer ou limiter avec ça. Mais de l'autre côté, on se rend compte qu'on encourage les gens à désobéir à la loi, parce que les gens continuaient de boire. Ben oui, donc, dans les speakeasies et tout ça. Est-ce que c'est une légende urbaine que Joe Kennedy, le père des 2 frères Kennedy, a fait sa fortune grâce à la prohibition? Non, il a fait partie de ça. Ça et des tractations. Aujourd'hui, je pense que dans le cas du père Kennedy, on parlerait de délit d'initié à la bourse. Donc, il y a un passé, c'est assez ombrageux, l'histoire du clan Kennedy. Donc, et on aurait pu parler du grand-père Kennedy, qui, lui aussi, dans le coin de Boston, avant la prohibition, donc, a obtenu certains revenus à l'aide de la vente d'alcool. Et donc, c'est une période qui est fascinante, qui est intéressante, et de laquelle on peut tirer beaucoup de leçons. La raison... oui, vas-y. Je conseille aux gens d'aller sur Internet puis d'essayer de voir le documentaire de Ken Burns sur la prohibition, qui est passionnant, avec des images d'archives incroyables. Et de voir ou revoir, malgré les erreurs historiques voulues dans le film, de revoir Les Incorruptibles, dans lequel on a une belle performance de Sean Connery. Te souviens-tu de ce que dit dans le film, c'est pas ce qui s'est passé dans la réalité, te souviens-tu ce que dit Elliot Ness à la fin du film, quand il apprend qu'on a voté pour la prohibition? Non. Contre la prohibition, pour lever la prohibition,
Si je me souviens bien, Kevin Costner, Elliot Ness dit, bon ben d'accord, on va aller prendre un verre. Donc, on vient de passer le film avec ce qu'il y a de plus sale, de plus dur comme lutte, avec une violence incroyable, puis lui dit, ben c'est correct, allons prendre un verre après tout ça. Je vais te montrer ma lecture de vacances de Noël que je suis allé acheter. Regarde ça. Finaliste du prix Pulitzer. C'est la grosse biographie de Sir Ronald Reagan. J'ai très hâte de lire ça parce qu'il y a une relecture depuis quelque temps des historiens qui disent il était moins cave qu'on pensait. Reagan était pas mal plus intelligent qu'on ne croyait. Il y a deux présidents dont j'avais hâte et j'ai encore hâte qu'on fasse une relecture parce que comme historien qui est appelé parfois à commenter à chaud, je suis moi-même en contradiction ou parfois il y a un côté paradoxal aux deux rôles que j'ai. Ronald Reagan, je suis content qu'on jette un second regard sur le personnage. Et l'autre que j'ai hâte de voir après coup, c'est George W. Bush. On l'oublie souvent, mais on a beaucoup parlé de choses qui demeurent très controversées dans le cas de George W. Bush. Mais si Barack Obama, par exemple, parvient à relancer l'économie américaine quand il est en poste, on oublie souvent que la moitié du travail, en termes de milliards de dollars injectés dans l'économie, c'est Bush qui fait ça avant de partir. Donc, il y a un grand nombre de sujets pour lesquels, parfois, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années de recul, c'est bien parce qu'on est capable de voir aussi les contre-coups de certaines décisions qu'on était impossible de mesurer à l'époque. Donc, écoute, bon choix. Je ne sais pas si c'est un cadeau ton achat, mais bon choix. Merci beaucoup. Salut Luc, on se reparle demain. Bye. Bonne fin de journée, bye.